En juillet 1994, Hope Dennis Hall et son fils Robert, âgé de 3 ans, habitent dans la banlieue de Richmond, en Virginie, dans cette résidence. Hope, âgée de 22 ans, vient de sortir majeure de sa promotion à l'Université de Virginie. Elle veut devenir journaliste et entrer dans l'univers très fermé des journaux d'information à la télévision. La chance lui sourit le jour où elle décroche un poste à l'antenne de NBC à Richmond. Elle était très enthousiaste et déterminée. Elle était très mûre pour son âge. Hope rêvait de devenir envoyée spéciale et présentatrice. Nous l'avions engagée en qualité de monteuse. En gros, elle était chargée de collecter et d'assembler des extraits vidéo pour nos émissions. Hope a mûri grâce aux épreuves qu'elle a dû surmonter. À l'âge de 9 ans, les médecins diagnostiquent un grave cancer du rein. Après 5 ans de traitement, Hope parvient à vaincre la maladie. À 19 ans, elle tombe enceinte alors qu'elle vient d'entrer à l'université. Hope et le père de l'enfant sont tous deux conscients que le mariage n'est pas la bonne solution et optent pour une garde partagée. Nous n'étions pas prêts. Nous avions besoin de grandir avant de pouvoir remplir les obligations qu'impliquait le mariage. Dans le fond, c'était ça le problème. Tous s'accordent à dire que Hope était à la fois une mère dévouée et une femme ambitieuse et déterminée. C'est pourquoi son absence injustifiée dans le courant de l'après-midi du 11 juillet 1994 provoque immédiatement l'inquiétude de ses collègues dans la salle de rédaction. Ils appellent plusieurs fois à son domicile, mais personne ne répond. Une de nos équipes était dans le quartier. Nous l'avons donc envoyé vérifier ce qui se passait. Et en arrivant, nos hommes ont vu que la police avait bloqué l'accès à la résidence. Ça sentait la mort, si vous voyez ce que je veux dire. Il y avait du sang sur la porte d'entrée. Hope a été retrouvée morte, poignardée, gisant sur le sol de sa chambre. C'était l'une des pires scènes de crime que je n'ai jamais vues. Il y avait du sang partout. La porte d'entrée de l'appartement de Hope est verrouillée et ne porte aucune trace d'effraction. Aucun objet de valeur n'a été dérobé. Une empreinte de main souillée de sang est retrouvée près de la porte, mais elle n'est pas assez nette pour être analysée. Les armes du crime sont des couteaux de cuisine provenant de l'appartement de Hope. Les enquêteurs trouvent 2 couteaux tordus sur le bar de la cuisine, un 3e posé sur le lit et un 4e sur le rebord du lavabo de la salle de bain, près du robinet qui n'a pas été fermé. Dans la cuisine, la police découvre des bris de verre tachés de sang. Des gouttelettes de sang séchées mènent de la cuisine à la chambre. Le téléphone est par terre, dans la chambre. Il a été arraché du mur. Hope ne méritait pas ça. Personne ne le mérite. Alors que les policiers passent les lieux au peigne fin, ils s'aperçoivent qu'un élément capital a manifestement disparu de l'appartement de Hope, son fils. Qui a tué Hope Dennis Hall, la jeune monteuse de la télévision? Personne ne lui connaissait d'ennemi, et le vol n'est apparemment pas le motif de l'agression. Seconde énigme, le fils de 3 ans de la jeune femme a disparu. Dans un premier temps, cette information rassure les policiers, car le petit garçon n'a pas assisté au meurtre de sa mère et a lui-même échappé au carnage. A-t-il été kidnappé? Les policiers contactent aussitôt le principal suspect, Robert Kinney, le père de l'enfant. Je me souviens, j'étais chez ma mère. Je venais de rentrer quand elle m'a dit qu'un inspecteur avait appelé. Kinney informe la police que leur fils, Robert Jr., est avec lui en Virginie du Nord, à 2 heures de route de chez Hope. L'enfant passe l'été avec son père. La police souhaite interroger Kinney et lui demande de se déplacer. Mon père m'a conduit jusque là-bas. Je ne ressentais rien. J'étais comme un zombie. Les enquêteurs pensent que Hope connaissait son agresseur car la porte d'entrée était verrouillée. Cette personne possédait nécessairement une clé. C'était une porte à peine dormante qui ne pouvait être verrouillée que de l'extérieur. Nous devons retrouver le coupable. Quand quelqu'un s'acharne à poignarder une personne, lui tranche la gorge 3 fois.
et la laisse pourrir sur le sol. Il recommencera à coup sûr. Ce meurtre ressemble étrangement aux homicides de l'étrangleur du sud de Richmond, qui a violé et assassiné 5 femmes sous leur propre toit. Cette affaire a déclenché un vent de panique au sein de la population. Les gens barricadaient leurs fenêtres et modifiaient complètement leur mode de vie. Timothy Spencer, l'étrangleur du sud de Richmond, a été exécuté peu de temps avant le meurtre de Hope Hall. Son affaire a marqué l'histoire judiciaire des États-Unis, car il a été le premier condamné à mort, inculpé grâce aux analyses ADN. Le procès de Timothy Spencer a sensibilisé les autorités judiciaires sur l'importance des preuves ADN. À la suite de l'affaire Spencer, les législateurs de Virginie ont créé la première banque de données ADN du pays. Elle centralise les profils ADN de tous les criminels incarcérés en Virginie sur support informatique. Beaucoup de criminels ont tendance à récidiver une fois sortis de prison. De retour sur les lieux du crime, les médecins légistes découvrent sur les débris du verre cassé dans la cuisine des traces de sang étranger, certainement laissées par le tueur. Le tueur a également laissé des traces de sang sur le couteau abandonné sur le rebord du lavabo. L'examen médico-légal révèle plusieurs signes d'agression sexuelle. Après avoir relevé les indices sur les lieux du crime, les médecins légistes procèdent à des analyses du DQ-alpha et des polymarqueurs de l'ADN. L'analyse polymarqueur portait sur 5 segments différents de l'ADN. Le DQ-alpha correspondait au 6e. L'observation de ces 6 segments nous permettait de différencier les individus. L'ADN du tueur de Hope Hall ne correspond à aucun de ceux entrés dans la banque de données des experts scientifiques. Les enquêteurs décident alors d'explorer une autre piste. La plupart du temps, la victime et le tueur se connaissent d'une façon ou d'une autre. Il peut tout aussi bien s'agir de personnes très proches que de vagues connaissances. Les enquêteurs s'entretiennent avec le père de l'enfant, Robert Kinney. Il a un alibi. Il était chez lui à plus de 2 heures de route de chez Hope au moment du crime. Kinney souhaite néanmoins fournir un échantillon de son sang en vue d'une analyse ADN. J'étais prêt à tout pour aider les enquêteurs pour qu'ils me raient de la liste des suspects, pour qu'ils puissent ensuite se concentrer sur le véritable coupable. Donc ça ne m'a pas dérangé. Son ADN ne correspond pas à celui prélevé sur les lieux du crime. Kinney est donc innocenté. Un réel soulagement. Être convaincu d'un fait et en avoir la preuve scientifique sont 2 choses différentes. Je sentais au fond de moi que ce n'était pas lui. La comparaison d'échantillons d'ADN pour identifier un criminel ou une victime date de 1984. On la doit à Alec Jeffrey, un généticien britannique. Il a mis au point une technique de représentation visuelle des séquences de l'ADN. Ressemblant à des codes-barres, elles figurent sous la forme de 2 colonnes de barres parallèles de différentes épaisseurs qui correspondent aux chromosomes hérités du père et de la mère. C'est la signature, l'empreinte génétique de celui qui a fourni l'ADN. Elle est unique et ne subit aucune modification au cours de l'existence. Depuis la découverte de Jeffrey, la technique n'a pas cessé de s'affiner. Elle constitue aujourd'hui une preuve médico-légale d'une redoutable efficacité. Les policiers ayant disculpé Robert Kinney, le père de l'enfant, ils se penchent maintenant sur le passé et le mode de vie de la victime. Elle était extrêmement prudente et méfiante. Je l'imaginais mal aller dans un endroit où elle risquait de se faire tuer. Nous n'avons trouvé aucun élément pouvant indiquer qu'elle était sortie et qu'elle avait peut-être rencontré un homme dans un bar qu'elle aurait ensuite ramené chez elle. Mais bientôt, les enquêteurs découvrent 2 témoins potentiels. 2 voisins affirment avoir vu un homme torse nu sortir en courant de la résidence de Hope la nuit du meurtre. D'après eux, il avait des tatouages sur le bras et le torse qui ressemblaient à des symboles grecs.
Il s'agissait d'une sorte de fer à cheval barré d'un éclair, l'emblème d'Omega Sci-Fi. Omega Sci-Fi est une confrérie d'étudiants de l'université locale. Les amis et collègues de Hope déclarent que le signalement de l'inconnu pourrait correspondre à la description d'un homme avec qui Hope était récemment sorti. Selon eux, Hope aurait affirmé qu'il s'était montré violent lorsqu'elle avait voulu mettre un terme à leur relation. L'ancien petit ami en question s'appelle Leroy Quick. La police découvre qu'il porte des tatouages d'Omega Sci-Fi sur le bras et le torse. Les deux témoins identifient Quick parmi un groupe d'anonymes comme étant celui qu'ils ont vu sortir de la résidence de Hope en courant. Les enquêteurs sont persuadés d'avoir mis la main sur le coupable. Police made a break in this case just before sunrise. Around 6 a.m., they arrested 29-year-old Leroy D. Quick III. All of us were surprised. Nous avons tous été surpris parce qu'elle ne nous avait jamais parlé de lui. Les collègues de travail de Hope informent la police que la jeune femme et Quick s'étaient rencontrés l'été précédent. Quick nie être en possession des clés de l'appartement de Hope. Il nie s'être rendu chez elle la nuit des faits et nie également toute implication dans le meurtre. L'affaire était pleine de rebondissements. Nous pensions voir le bout, nous pensions être sur le point de découvrir ce qui s'était passé, mais finalement, ce n'était pas le cas. Les enquêteurs sont stupéfaits d'apprendre que l'ADN de Leroy Quick ne correspond pas aux empreintes génétiques recueillies dans l'appartement de Hope. C'était assez surprenant car des témoins l'avaient identifié et affirmaient qu'il était sorti de l'appartement en courant, torse nu, puis avait sauté dans une voiture avant de partir en trombe. Heureusement qu'il y avait les tests ADN. Sans ça, ils auraient tout mis sur le dos de Leroy Quick. Les enquêteurs interrogent à nouveau des centaines de voisins, amis et membres de la famille de Hope au cas où un détail leur aurait échappé. Rien. Rien du tout. Et vous pouvez me croire, nous avons interrogé énormément de personnes. Je pense pouvoir affirmer sans trop me tromper que nous avons interrogé presque tous les habitants de la résidence Halcombe Manor. Une année entière s'est écoulée et le meurtrier de Hope Hall n'a toujours pas été identifié. Les parents de la jeune fille refusent de baisser les bras. Ils restent en contact avec la police et écrivent à des dizaines de législateurs pour solliciter leur aide et retrouver le meurtrier de leur fille. Deux raisons le motivaient. Il avait non seulement tué Hope, mais il continuait de constituer une menace publique. C'était très frustrant pour tout le monde. Sa mère était bouleversée et elle était vraiment angoissée à l'idée de ne pas savoir ce qui était arrivé à sa fille. Après avoir innocenté les deux principaux suspects, les médecins légistes procèdent à une seconde analyse plus détaillée de l'ADN du tueur grâce à la technique dite de polymorphisme de longueur des fragments de restriction, également appelée RFLP. À cette époque, l'analyse RFLP est le test ADN le plus performant. Elle permet de mesurer divers segments d'ADN du tueur afin d'identifier les longueurs caractérisant chaque individu. Cela permet de différencier mon ADN du vôtre avec plus de précision. Le profil génétique du meurtrier de Hope, plus récent et plus précis, est à nouveau entré dans la banque de données ADN de Virginie. L'ordinateur compare ce profil à celui des 8000 criminels incarcérés en Virginie. J'avais consacré beaucoup de temps à examiner ce cas. C'était donc un peu devenu mon affaire. De tous les dossiers que j'avais étudiés, c'était celui-là qui me tenait le plus à cœur. 2 années auparavant, la recherche des profils ADN n'a pas abouti, mais cette fois, elle porte ses fruits. Les échantillons de sang et de sperme prélevés dans l'appartement de Hope Hall correspondent à ceux de Shermaine Johnson. L'ADN de Shermaine Johnson a été répertorié dans la banque de données à la suite de 2 condamnations pour viol. Ces crimes avaient été commis dans des circonstances étrangement similaires à celles de l'affaire de Hope Hall.
Au moment des faits, Johnson a à peine 16 ans et vit dans la même résidence que Hope. Ça a été une révélation. Avant, je pensais que les criminels étaient des hommes avec des cicatrices et un air louche. Mais ce type-là n'avait pas du tout l'air d'un criminel. Pour la première fois, la banque de données permet d'élucider une affaire criminelle. Sherman Johnson avait un visage tellement innocent. Qui aurait cru que quelqu'un en apparence si inoffensif et si jeune pouvait commettre un tel crime, et pourtant si. Lorsque la police l'interroge, Johnson clame son innocence. Il admet avoir frappé à la porte de Hope pour lui demander un verre d'eau. Mais un autre homme aurait alors ouvert la porte d'entrée avec une clé, sorti un couteau et sommé Johnson de partir. Cette histoire aurait pu concorder avec le témoignage des voisins qui affirmaient avoir vu un autre homme que Sherman Johnson sortir en courant de l'appartement de Hope plus tard dans la nuit. Se pourrait-il que Sherman Johnson soit innocent? Les enquêteurs demandent à Mark Safarik, profileur du FBI, de comparer le comportement criminel de Johnson à celui du meurtrier de Hope Hall. Son comportement criminel est-il élaboré? Non, comme c'est souvent le cas chez les jeunes délinquants. Mais mon travail ne consistait pas à étudier Sherman, ni même le meurtrier. On m'a simplement demandé d'observer des comportements. Idéalement, un profileur devrait posséder des connaissances pluridisciplinaires, en psychologie, en sciences du comportement, en sociologie, en criminalistique et en médecine légale. En Europe, les profileurs sont des psychologues ou des psychiatres qui se sont spécialisés dans les affaires pénales. Aux États-Unis, les profilers sont des officiers enquêteurs, généralement issus du FBI. Dans les situations de prise d'otage, par exemple, le rôle du profileur consiste à évaluer les risques encourus et à établir une stratégie de communication. Il fournit au négociateur un profil psychologique du ravisseur, mesure son degré d'adaptation et de dangerosité et conseille le chef des opérations dans ses choix stratégiques. Dans notre affaire, Mark Safarik, profiler du FBI, doit rapidement cerner la personnalité du tueur présumé pour comprendre ses motivations et la nature de ses déviances. Safarik se rend à l'appartement de Hope afin de mieux comprendre la scène du crime. Il étudie également des photos et des rapports concernant les autres viols dont Johnson a été accusé. Ces 5 crimes présentent plusieurs similitudes comportementales. Toutes les victimes étaient jeunes et vivaient près du domicile de Sherman Johnson. C'est la même dynamique qui régit tous ces crimes. Contrairement à beaucoup d'agresseurs sexuels qui abordent, enlèvent et violent leurs victimes au même endroit, ce jeune homme cherche d'abord à enlever ses victimes, puis à les emmener dans un lieu différent pour ensuite les violer. À chaque fois, Johnson s'est introduit chez ses victimes sous un faux prétexte, puis une fois à l'intérieur, les a menacées avec l'un de leurs propres couteaux de cuisine. Même lorsqu'il a le choix entre différents couteaux, dont de gros modèles plus intimidants et dotés de plus longues lames, il opte pour un petit couteau qu'il manie plus facilement. Le bureau du procureur a désormais la certitude que Johnson a frappé à la porte de Hope Hall le soir des faits et lui a demandé un verre d'eau. Une fois à l'intérieur, il passe à l'attaque. Le verre tombe au sol et Johnson s'empare d'un couteau. La traînée de sang indique que l'agression a commencé dans la cuisine avant de se poursuivre dans la chambre. Johnson tord plusieurs lames de couteau et retourne à chaque fois à la cuisine pour chercher une nouvelle arme. À un moment donné, il ramasse les débris du verre cassé et se coupe au doigt, laissant ainsi derrière lui un échantillon d'ADN. Les preuves indiquent qu'après avoir tué Hope Hall, Johnson s'est lavé les mains dans la salle de bain, mais n'a pas réussi à faire disparaître toutes les traces de son sang. Il a essayé d'effacer les preuves et il était peut-être blessé. Il aurait donc laissé le robinet couler. Peut-être voulait-il simplement nettoyer le couteau, mais ça n'a pas suffi. Mais une question reste sans réponse.
En supposant que les témoins ont correctement identifié Leroy Quick, pourquoi ce dernier est-il sorti en courant de l'appartement de Hope cette nuit-là? Le procureur pense que Quick n'a rien à voir avec le meurtre. Mais il se peut que Quick se soit rendu chez la victime cette nuit-là. Il se serait servi d'une clé pour entrer et aurait alors découvert le corps de Hope. Craignant d'être accusé du meurtre, il se serait enfui en verrouillant la porte derrière lui. Cependant, Quick nie cette version des faits. Sherman Johnson fut quant à lui jugé pour le meurtre de Hope Hall et condamné cette fois à la peine capitale. Pour moi, cet homme est un animal. Je tiens fermement à assister à son exécution. S'il n'y avait personne pour administrer l'injection létale, je n'hésiterais pas à le faire moi-même. Les enquêteurs affirment que c'est grâce aux preuves ADN, à l'informatique et à l'initiative qui a permis de centraliser les profils ADN de tous les détenus de l'État que Sherman Johnson a finalement pu être traduit en justice. Nous avons interrogé tous les habitants de la résidence et à aucun moment le nom de Sherman Johnson n'a été cité. Sans la banque de données ADN, sans cette preuve médico-légale, je pense que nous n'aurions jamais élucidé cette affaire. Nous faisons pression pour créer une banque de données ADN transnationale. Les criminels ne restent pas statiques. Ils se déplacent de ville en ville, d'État en État et de pays en pays. Nous voulons faire comprendre à ces gens que où qu'ils aillent, leur crime ne restera pas impuni, parce que la justice et les techniques ADN les attendent au tournant. Au moment des faits, Sherman Johnson était mineur et vivait à New York avec sa grand-mère. En juillet 1994, il était venu passer quelques jours de vacances chez des proches en Virginie. Dans les 2 ans qui suivirent l'agression de Hope Hall, il viola 2 autres femmes. Arrêté, il fut condamné à une peine de 100 ans de prison, assortie de la peine de mort. En 1998, l'article 37A de la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU, interdisait la peine de mort pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans. Johnson bénéficia de cette disposition et sa peine fut commuée en détention à perpétuité. En 2005, la Cour suprême des États-Unis supprima à son tour la peine capitale pour les mineurs, estimant qu'elle violait le 8e amendement qui interdit les châtiments cruels et inhabituels.